Madame, Monsieur, bonsoir. Transport maritime et commerce extérieur au menu de questions éco ce soir. Depuis le début de la pandémie, les tarifs de fret maritime international explosent. Le secteur de fret est sous tension, pourtant il enregistre des niveaux records d'activité. Seul 1% de la flotte mondiale est actuellement inutilisée, contre 4 à 5% en période normale, c'est-à-dire hors pandémie. Sans oublier que le fret maritime représente aujourd'hui 90% du commerce international de marchandises. Et justement, nous allons discuter aussi de commerce international avec mon invité ce soir. Tradition millénaire dans le royaume, les partenaires commerciaux du Maroc évoluent, s'inscrivant dans une logique d'ouverture et de diversification. Le port en Gémède, plus grand d'Afrique, ouvre la voie de nouveaux horizons pour le Made in Maroc. Immersion donc ce soir dans un secteur névralgique aux retombées hautement stratégiques, en compagnie de l'expert international en diplomatie économique et stratégie de développement, Amin Laridi, pour tout comprendre à la hausse des prix, aux moyens de gérer ces fluctuations internationales par un opérateur économique marocain, sans oublier donc la diplomatie économique à travers le commerce extérieur. Bienvenue à tous. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir depuis Rabat Amin Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Bonsoir Amin Laridi, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Khadija, un plaisir d'être parmi vous ce soir sur le plateau de Média 1 TV. Merci. Alors, transport maritime donc pour commencer. La tendance est haussière, la tendance des prix est haussière, on enregistre des augmentations à plus de 100%. Si on rappelait peut-être les causes de cette hausse des prix du fret maritime dans le monde, Amin Laridi. Écoutez, c'est une hausse qui est compréhensible, très importante mais compréhensible. Je rappelle que déjà avant la pandémie, il y a eu un shortage quelque part en termes de transport maritime mondial pour une raison très claire. C'était que les compagnies se devaient être à jour en matière de normes environnementales. C'est un processus qui est lourd, soit de révocation de navires, soit pour commander de nouveaux navires qui sont plus protecteurs de l'environnement et donc moins polluants, ce qui avait déjà altéré la capacité mondiale de transport. Mais c'était gérable, il n'y avait pas de hausse, les prix étaient acceptables obéissant en fait aux standards réguliers. Maintenant, avec la pandémie, comme on s'en rappelle tous, 2 mois, l'usine du Mans de la Chine était confinée, elle était la première à être confinée. Ces usines qui déjà fonctionnaient à plein régime pratiquement tout le temps étaient fermées, ce qui expliquait déjà d'une part ce qui accusait en fait un retard sur leur PDP, sur leur plan de production, sur leur plan de livraison. Donc rien qu'avec ça, il y a eu une recrudescence incroyable en fait des retards et des congestions au niveau des ports chinois et de la demande aussi pour le transport en sortie des ports chinois. Croisons cela avec un autre phénomène qui a sublimé, exacerbé ce premier, à savoir que les plus grands marchés et même les marchés concurrents de la Chine ont été confinés, donc fermés pendant une période beaucoup plus importante. Donc non seulement il y avait un retard sur la demande chinoise, de la production chinoise, une hausse aussi par rapport à cette production-là, mais il y avait pratiquement plus de compétition, donc la Chine devait produire pour d'autres pays également, et donc encore une fois, la congestion au niveau des ports, encore une fois, une forte demande pour le transport maritime. Donc immédiatement après, il fallait redéployer pour honorer cette demande. Vous savez, en période d'urgence, le maritime, on commence par redéployer les navires, c'est pas un processus qui est immédiat, c'est un processus qui est lourd. Certaines personnes peuvent poser la question pourquoi est-ce qu'on ne produit pas des navires immédiatement? C'est une question qui est légitime, mais à connaître le monde du maritime, on comprendrait que c'est un processus qui prend au bas mot 1 année, et parfois 2 et même plus, au vu en fait du nombre de navires à déployer sur une route. Donc il fallait gérer en priorité. La priorité, c'était le marché à plus forte demande, c'était le marché aussi à plus fort retour sur investissement, et c'est le marché transpacifique, notamment entre l'Asie, entre la Chine notamment et le continent américain, les États-Unis, le plus
grands marchés du monde. Donc il fallait déployer les navires sur cette route-là, ce qui a été fait. Et donc automatiquement, ce qui a privé d'autres routes maritimes, notamment la route vers l'Europe, notamment la route vers l'Afrique, d'une bonne partie de la capacité de transport. Donc la loi de l'offre et de la demande, automatiquement, on a plus de demandes que d'offres, donc les prix, ils ont flambé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette logique justement de dépendance des imports de l'Asie dans pas mal de filières et de secteurs, qui aujourd'hui, elle se doit d'être revue, de manière à garantir au moins une certaine souveraineté de production dans les clusters, notamment en Afrique, notamment en Europe, etc., et un sourcing en fait de proximité. Il y a aussi cet autre superbe élément et facteur, c'est le fait, et il faut le dire, que aujourd'hui en fait le maritime, et comme vous le savez, comme on l'a traité une fois déjà chez vous, il y a deux grandes formes, il y a le liner trade et il y a le tramping. Donc le liner trade, c'est comme des trains, les trains ne s'arrêtent que dans les grandes gares, et autour de ces grandes gares il y a des tramways, et si vous voulez aller ailleurs, il faut prendre le bus. C'est la même chose en fait par rapport au transport maritime. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte en fait pression par rapport les conteneurs vides qui doivent retourner immédiatement, même les standards en fait en Chine, pour qu'ils soient reshippés. Ils sont déployés, comme je le disais, sur le transit pacifique, et donc ça fait une pression qui est on a passé un peu en revue les facteurs qui ont joué en faveur de cette hausse des prix, Amine Laridi. Il y a aussi bien sûr la hausse des prix du pétrole, n'est-ce pas? Mais si on revenait juste, vous avez évoqué Tangemed, on revenait à la situation au Maroc. Certains experts estiment le déficit de la balance des paiements à cause de la hausse des prix de fret. Cette hausse, ou en tout cas ce déficit, a quasiment doublé, ou aurait quasiment doublé depuis 2019. Il était estimé à quelques 15 milliards de dirhams. En 2020, 30 milliards de dirhams. Est-ce que cette situation risque encore une fois d'empirer pour 2021 pour les opérateurs économiques marocains? Je parle là, bien sûr, des importateurs. Vous évoquez à juste titre ce sourcing à travers, bien sûr, les produits asiatiques, notamment chinois, mais il y a aussi l'export du Made in Maroc. Et j'évoque là, bien sûr, pas seulement l'automobile ou l'aéronautique, mais il y a aussi les fruits et légumes marocains qui sont exportés via le transport maritime. Écoutez, votre question, elle est bijective. J'avais réalisé une étude en 2005 que j'ai actualisée par la suite pratiquement chaque année. Et malheureusement, le constat, il est le même, voire même il est exacerbé. Sans une flotte maritime marocaine, nous sommes fort dépendants notamment en matière d'export, des transporteurs étrangers. Malgré tous les efforts excellents, bienveillants qui sont en train d'être déployés, notamment par les transporteurs en tir. Il faut comprendre aussi que la composante logistique est une composante majeure et non pas auxiliaire. Quand on parle de la balance commerciale, 30, 40, voire même 50%, je dis bien 50%, du coût logistique, aussi bien à l'import qu'à l'export, c'est un coût qui est, du coût total est un coût logistique. Et là, il y a le transport, il y a aussi en fait tout ce qui est lié à ça, notamment en fait la centralisation des achats, et notamment ainsi que d'autres éléments tels que les assurances, etc. Le tout en fait entre dans ce coût logistique. Mais en ce qui concerne aujourd'hui les exports, le souci qu'on est en train de voir, et vous parlez en fait des périssables, c'est que on est à la fois dans une année exceptionnelle, on a une opportunité qui est incroyable, parce que de nouveaux marchés aujourd'hui réclament les produits périssables marocains, notamment les fruits et légumes, et je pense notamment en fait au marché anglais aujourd'hui qui rafale et qui apprécie ces produits-là pour leur goût, pour leur qualité, et notamment parce que c'est les meilleurs exportateurs marocains qui sont partis dans le marché anglais, et j'insiste sur ça. Bon, il faut déjà savoir que par rapport à l'Angleterre, à titre d'exemple, il y a une nouvelle ligne maritime qui est en train d'être déployée. Je parlais justement avec son président il y a de cela quelques jours. Si on parle d'autres marchés, notamment le marché européen. Aujourd'hui, on connaît la situation. Il faut en fait essayer d'optimiser en utilisant des zones de distribution en amont, de consolidation en amont et des zones de distribution en fait à destination. Il faut aussi franchir le pas et co-investir, soit en joint venture capitalistique ou en joint venture commerciale avec des centrales de distribution. Et ça, c'est très fondamental parce que travailler avec une centrale de distribution, en d'autres termes, travailler avec un distributeur, avec un supermarché européen, américain, asiatique ou africain, c'est la meilleure manière de gagner en nombre d'années par rapport à
à l'export. Automatiquement, on gagne en référence. On n'a pas besoin d'avoir 3-4 ans pour avoir de la référence. On bénéficie aussi de son réseau existant avec logique d'optimisation. On bénéficie aussi de sa connaissance du terrain. Donc aujourd'hui, il faut aller vers ça. Il faut se focaliser vers ça, que ce soit en logique privée, que ce soit en logique de mutualisation, c'est-à-dire les exportateurs se mutualisent eux-mêmes par secteur, les agrumes par exemple ensemble, ou bien intersecteurs aussi, parce qu'in fine, il s'agit de distributeurs qui sont multiples. Donc on peut avoir en fait toute une synergie par rapport à ça. Utiliser les bases logistiques de ces exportateurs pour stocker sur place, pour avoir de la proximité par rapport au client, son knowledge, sa connaissance en fait du terrain et son réseau aussi de distribution. C'est le meilleur moyen d'aller très rapidement et d'accélérer et de co-investir. Aujourd'hui, en fait, tout comme nous, on cherche l'investissement étranger, il faut penser à co-investir aussi dans les pays de destination. C'est la meilleure manière pour ne plus être considéré comme étant un outsider, mais comme étant aussi un investisseur local qui crée de l'emploi local. Ça ne peut avoir que des bénéfices positifs par rapport à l'exportateur marocain. Et le troisième élément, j'insiste vraiment dessus, il faut comprendre aujourd'hui que la logique classique d'attendre en fait que la marchandise soit prête pour automatiquement l'exporter, elle ne marche vraiment plus. Même si on a l'impression qu'elle est toujours fonctionnelle, elle ne marche vraiment pas. Il y a de moins en moins de clients de par les pays qui donnent des avances. Donc l'exportateur, il a un problème de BFR, de besoin de fonds de roulement et de cash flow qui est énorme. Et les exportateurs qui me suivent en ce moment le savent très très bien. De deux, il y a un risque énorme de cannibalisation entre les exportateurs parce que quelque part c'est le premier qui envoie les premiers conteneurs qui obtient le marché. Donc parfois on envoie des produits qui ne sont pas encore mûrs et ce n'est vraiment ni dans l'image ni pour l'image en fait de l'export marocain ni pour l'image du producteur lui-même. Et troisièmement, il y a aussi une compétition qui est incroyable par rapport aux moyens de transport, notamment par rapport aux conteneurs frigo qui eux-mêmes à la base sont rares à l'échelle mondiale et encore plus dans cette condition là qu'on vient de parler. Donc quand il y a une guerre entre les exportateurs, au lieu qu'il y ait une mutualisation, bien sûr que les prix vont augmenter. Le produit, il est déjà rare, c'est-à-dire le conteneur, il est déjà rare. Le besoin, il augmente, il est saisonnier, et en plus de la conjoncture mondiale. Donc, bien sûr que le prix, il doit augmenter. Donc, en plus de ce que j'ai conseillé, ce que je dirais aussi, il faut mutualiser les efforts entre les exportateurs, développer en fait des départements spécialisés du maritime, engager des contrats, si ce n'est pas déjà le cas, parce que beaucoup le font, dans le long terme. C'est-à-dire, je voudrais bien qu'on s'arrête justement sur cette question de contrat. Rapidement, Amine Laridi, si on peut rappeler, on l'a déjà traité dans cette émission, mais c'est toujours bon de rappeler certaines choses qui sont importantes, et notamment cette question de contrat de dernière minute versus contrat à long terme. Qu'est-ce qui est mieux pour un exportateur aujourd'hui ? Quel genre de contrat de transport maritime correspondrait à un exportateur marocain ? Alors, déjà, c'est une question d'offre et de demande, d'accord ? Il faut être très clair par rapport à ça. Ça dépend de la capacité de négociation de l'exportateur, d'accord ? Quand on parle de frigo, comme je l'ai dit, il y a rareté déjà du produit, c'est-à-dire du conteneur lui-même et de l'offre en transport par frigo. Donc, automatiquement, c'est au producteur, à l'exportateur marocain de se liguer entre eux. Ça, c'est la première des choses pour aller négocier en masse. Au lieu de négocier pour 10 conteneurs, on négocie pour 100. Il y a déjà l'ASMEX, c'est le rôle de l'ASMEX aussi, parce que une de vos casquettes aussi, Amine Laridi, c'est que vous êtes vice-président de l'ASMEX région Centre. Donc, c'est un des rôles de l'Association marocaine des exportateurs. Absolument, et c'est un rôle qu'on fait de manière régulière, de rapprocher toujours en fait entre le producteur marocain et l'exportateur marocain et les compagnies maritimes, mais aussi tous les opérateurs logistiques. On le fait de manière régulière, sous forme de workshop déjà pour la facilitation et la familiarisation, mais on le fait aussi pour encourager en fait des contrats négociés. Et ça, nos exportateurs, nos membres et même nos non-membres y ont accès, c'est déjà le fait. Mais au-delà de cela, il y a toujours des spécificités qui sont par secteur et par saison. Je suis un homme du terrain avant d'être un homme de stratégie. C'est très important de voir les deux. Donc aujourd'hui, il y a 3 types en fait d'offres de transport qu'on reçoit de la part d'une compagnie maritime, parce qu'on parle de maritime aujourd'hui. Il y a l'offre qui est instantanée, c'est-à-dire en fait une offre qui est spot, qui est standard, que tout le monde peut avoir accès très souvent sur Internet. Avant ça, c'était par télésales. Aujourd'hui, c'est sur le site web. Donc c'est une offre qui est toujours majorée. C'est normal parce qu'elle est destinée à des clients qui ne sont pas stratégiques et un produit où il y a un chargement où il n'y aura pas de fréquence.
il n'y aura pas en fait de continuité. La deuxième, c'est par rapport à des clients avec lesquels on a déjà en fait des références, on connaît leurs besoins, on a envie de les fidéliser, on connaît leur potentiel de croissance. Et là, automatiquement, ce que je suis en train de dire, l'exportateur, il se doit de bâtir une relation personnelle, comme il l'a bâti avec son banquier, de la bâtir avec son logisticien ou avec en fait sa compagnie maritime pour qu'elle connaisse ses besoins. Et automatiquement, là, il a accès à d'autres avantages. Parfois, en fait, c'est une réduction des charges terrestres, parce qu'il n'y a pas que les surcharges maritimes, à savoir le fret maritime. Là-bas, vous en parliez tout à l'heure de la surcharge en fait pétrolière qui connaît aujourd'hui une hausse, de la surcharge en termes en fait de risque de devise à l'échelle mondiale qui connaît aussi une hausse, et sécuritaire à l'échelle mondiale qui connaît aussi une hausse, en plus en fait de surcharges particulières, notamment sur le continent africain, tel que la congestion, ou sur les ports en fait de l'Europe du Nord, le freeze dû en fait à tout ce qui est froid, etc. Maintenant, il y a les surcharges terrestres qui sont la manutention, qui sont la documentation et d'autres éléments qui aujourd'hui sont importantes et qui peuvent connaître en fait une baisse si elle est bien négociée par rapport à l'exportateur. Et bien sûr, si vous partez en groupement, ça ne peut rajouter que plus de solutions. Il y a un troisième point qui est très important, que j'encourage toujours les exportateurs qui sont en faible pouvoir de négociation, utilisez le pouvoir de votre client. Si votre client est une grande chaîne de supermarchés ou une grande industrie, elle a très souvent des contrats qui sont négociés, des contrats qui sont avantageux. Avec les compagnies maritimes. Elle va vous donner le numéro, elle va vous autoriser à charger pour elle dans ce corridor-là et avec son prix qui est très négocié. Et ça, c'est un grand avantage. Et puis, il y a l'autre élément qui est déjà sur le terrain et j'encouragerai en ce moment-là bien précis tous les exportateurs aussi à l'utiliser. Ça, la mutualisation pour faire quelque part ce qu'on appelle du chartership, c'est-à-dire de la location, pour utiliser une terminologie non maritime, de la location de bateaux pour la période bien déterminée, moyennant en fait leurs besoins. Beaucoup d'exportateurs marocains aujourd'hui le font vers le Moyen-Orient. C'est une expertise qui se doit d'être partagée. On doit partager entre nous, Marocains, notre expertise, notre savoir-faire. Aujourd'hui, ceux qui le font vers les ports de Dammam au Saoudia, ou là vers le port vers Jeddah, ou bien vers Dubaï, Jebel Ali, se doivent de partager leur expertise pour ceux qui veulent exporter vers le marché des États-Unis, etc., avec une logique d'affrètement de bateaux. Et enfin, je réitère, on a besoin de redévelopper notre flotte marocaine. Et là, je ne parle pas par rapport au marché asiatique, parce que le marché asiatique, comme je le disais tout à l'heure, c'est les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est très difficile de faire la compétition. Je ne parle même pas du conteneur. Je parle de bateaux qui ont la capacité de transporter des camions à des petites et des moyennes distances, notamment pour le continent africain, notamment pour l'Angleterre, voire même si on veut aller très loin, vers le port de Charleston aux États-Unis. C'est-à-dire, on est dans un rayon de 10-11 jours maximum, et vers le nord de l'Europe, bien sûr, jusqu'à Saint-Pétersbourg, avec des camions qui peuvent aller, qui peuvent revenir par la suite, et une certaine capacité ro-ro, et c'est des bateaux de conteneurs aussi, c'est des bateaux qu'on appelle les conro, comme conteneurs et ro-ro. Et on a une bonne flotte de camions et une bonne expertise. Il faut en profiter. Très bien, il faut en profiter. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure le lancement imminent de cette ligne maritime entre le port de Poule au Royaume-Uni et celui de Tanger-Med au Maroc. Il y a aussi, avant qu'on parle de ce point rapidement, il y a eu des suspensions de voies ou de lignes maritimes, notamment vers la Russie et le Canada. Pourquoi ces deux lignes ont été suspendues ? Écoutez, vous êtes en train de parler de la connexion vers Halifax, de la connexion vers Saint-Pétersbourg, qui est la connexion vers Saint-Pétersbourg, elle est toujours en fait saisonnière, d'accord, pour cette partie bien déterminée, à partir du port de MAAGA, qui est le code maritime du port d'Agadir, d'accord. Donc, elle n'était pas permanente, c'est-à-dire elle a existé pendant plusieurs années, elle a disparu pendant. Maintenant, pour nous, elle est très stratégique parce que ça permet à l'exportateur, notamment les agrumes, et la saison elle a commencé, mais aussi par rapport à d'autres produits, d'avoir un accès direct au bateau, de bien planifier en fait ses chargements et de bien honorer ses exports par rapport le marché russe. Et je rappelle que le marché de l'Europe de l'Est est l'un des derniers marchés à donner des avances, d'accord, ce qui est très important par rapport à l'exportateur, notamment d'agrumes. J'en parlais tout à l'heure. C'est un marché de cash, même pour ceux qui produisent. Ils ont aussi recours à un phénomène d'intermédiation où ils achètent aussi chez d'autres confrères à eux qui n'ont pas la capacité d'exporter ou l'expertise pour exporter eux-mêmes. Et là, c'est un phénomène de cash. C'est-à-dire, je vous donne du cash, automatiquement, vous me donnez du produit, j'exporte, je reçois l'avance et ça nous permet de faire d'autres expéditions. Donc, cette ligne, même les exportateurs avaient développé une expertise logistique bien particulière par rapport à elle. Ils savaient quand est-ce qu'il fallait préparer un genset, un générateur, quand est-ce qu'on n'avait pas besoin de le faire, où est-ce qu'il y avait des plugs, où est-ce qu'il n'y avait pas de plugs. Il y avait une bonne intégration. Aujourd'hui, il y a ce risque qu'elle ne revienne pas cette année parce que la campagne elle vient de commencer et c'est un risque, je pense, qui est majeur par rapport aux exports marocains, mais il y a des alternatives. Parmi ces alternatives-là, automatiquement, c'est d'utiliser les lignes régulières. Il y a des lignes en fait maritimes régulières, comme je l'expliquais tout à l'heure, les trains maritimes qui automatiquement à partir d'Agadir, Casa, Tanger-Med, etc., partent automatiquement vers l'Europe du Nord en passant par les différents ports ouest-européens. Il y a aussi une combinaison
combinaison au cas où l'exportateur considère que ces produits doivent arriver plus rapidement. Il y a ce qu'on appelle en fait le combined transportation, c'est-à-dire on peut faire la chose entre le maritime et le terrestre, c'est-à-dire le terrestre peut ramener le produit jusqu'en France et de là elle repart en maritime, ou bien de maritime jusqu'à d'autres pays tels que la Belgique, la Hollande, etc., des ports majeurs, et là ça repart par camion, ou bien on peut aller à la mer Baltique, notamment les ports de Riga, etc., en Lettonie ou en Estonie, et de là on reprend le train, ou bien jusqu'en Pologne, jusqu'au port de Gdańsk, qui est un excellent port d'entrée par rapport à Saint-Pétersbourg, par rapport à l'Europe de l'Est et la Russie en général. Donc ça nous permet d'avoir moins de coûts que si on faisait le transport essentiellement en camion, parce que ça deviendrait exorbitant, et plus de rapidité que si on faisait en fait le transport uniquement par voie maritime. Très bien. Ça, c'est très important. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que tout transport par périssable est un transport qui est prioritaire. Donc c'est rare qu'on fasse le roll-on, qu'il soit en fait relais jusqu'au prochain navire. En général, c'est des conteneurs qui passent rapidement. Il y a aussi une notion très importante juste en fait dans ce point pour que Amine Laridi, il nous reste très peu de temps et il nous reste ce point et ce deuxième volet de cette émission qui est relatif au commerce extérieur et notamment, donc on l'évoquait il y a quelques instants, le lancement de cette nouvelle ligne entre le Maroc et le Royaume-Uni. Il y a aussi le bras marketing des exportations agroalimentaires marocaines, le Foodex, Morocco Foodex, qui a lancé une grande campagne pour commercialiser, j'ai envie de dire, le Made in Maroc auprès du client britannique. À part ceci, comment se positionne aujourd'hui le Maroc en tant que partenaire commercial du Royaume-Uni, notamment après le Brexit? Écoutez, très belle question. J'avais le plaisir et l'honneur d'être invité à une fête il y a de cela 2 semaines exactement. C'était le 300 ans de 3 siècles après la signature du premier accord formel de commerce entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. 300 ans, et bien avant, il y avait déjà en fait des échanges entre les deux pays. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces 300 ans d'échanges formels? Déjà, en fait, c'est une prospérité mutuelle. Rappelons que les premiers produits qui étaient échangés entre les deux pays, le Maroc, il exportait le sucre. Et le sucre, à l'époque, était considéré comme un produit non seulement raffiné de luxe, mais de très haute technologie, donc à forte composante et à forte valeur ajoutée. Et on importait aussi des produits qui étaient textiles, avec une forte composante locale, une transformation locale, notamment à partir du wool, du fameux British wool. Donc cette combinaison-là, elle nous en dit long sur l'histoire des relations entre les deux pays. C'est des relations qui sont mutuellement respectueuses, créatrices de valeur ajoutée pour les deux pays, d'emplois pour les deux pays, et de continuité et de paix. Et déjà, il faut savoir que toutes les compagnies spécialistes, en fait, déjà à l'époque du Royaume-Uni, passaient par le Maroc et considéraient le Maroc comme un hub de sourcing, un hub de ravitaillement, un hub de commerce. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Post-Brexit, je rappelle qu'avant le Brexit, déjà, le Maroc était l'un des tout premiers pays à signer un accord de continuité avec le Royaume-Uni, grâce à un dynamisme mutuel, un intérêt mutuel, en fait, des deux nations, un accord qui comprend un ensemble d'éléments politiques, économiques, mais aussi avec un protocole spécial qui reconnaît tout export en fait issu des provinces du sud du Royaume du Maroc et la souveraineté marocaine sur ces provinces. Et c'est très fondamental en tant que soi. Alors aujourd'hui, cet accord il est opérationnel, il est pratique, et non seulement cela, il donne des résultats qui sont réels et concrets. Et il faut voir comment en fait nos chers amis british, nos chers amis en fait du Royaume-Uni, ils raffolent des produits marocains, notamment produits agroalimentaires, de leur goût, de leur taste, de la couleur, de l'odeur, etc. Donc on est en train de très bien assurer sur ce dossier-là. Il y a une croissance à 2 chiffres. Je pense qu'il a dépassé les 26%, et c'est un chiffre qui est très remarquable en si peu de temps, notamment pour tout ce qui est fruits and vegetables, mais aussi par rapport à tout ce qui est produits de la pêche, notamment par rapport à tout ce qui est sardines en conserve. Mais il y a un potentiel qui est encore énorme en fait à développer, parce que n'oublions pas que le Royaume-Uni est aussi en fait une plateforme financière mondiale. On a besoin de cette expertise. Nos banques aujourd'hui sont les championnes en Afrique et nos assurances également. Donc combiner cela avec la capacité de levée de fonds de la City créerait en fait un effet phénoménal aussi bien pour nos entreprises que pour la croissance du pays, des pays africains frères. Notre pays est vu comme un hub logistique mais aussi industriel. Je parlais tout à l'heure d'agroalimentaire, mais aussi l'industrie et la transformation qu'on peut faire en joint venture. Il y a aussi la capacité de distribution mutuelle, c'est-à-dire le Maroc pour l'Afrique, mais aussi la Grande-Bretagne sur son marché domestique et sur d'autres pays, mais aussi en fait des perspectives réelles sur tout ce qui est aéronautique. La Grande-Bretagne est le 2e cluster mondial d'industrie aéronautique, après celui des États-Unis, sur l'industrie médicale. Alors justement, les États-Unis.
Les États-Unis, 16 ans bientôt après la signature, ou 16 ans depuis la signature de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, les échanges restent bien sûr en deçà de leur potentiel optimal. Comment booster, redynamiser ces échanges entre ces deux partenaires historiques? Vous avez évoqué les 300 ans, il y a aussi une grande histoire entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique. Donc comment booster tout cela? Amin Laridi, rapidement je vous prie. Alors je vais relever ce défi. Alors la semaine dernière, comme on se rappelle, il y avait en fait les élections, les triples élections au Royaume du Maroc, et l'ambassade américaine était justement la première à féliciter le Royaume pour l'excellence de l'organisation de ces élections. Et dans le même communiqué, elle se félicitait aussi des excellentes relations et de la force des relations stratégiques, mais aussi politiques et économiques avec le Royaume du Maroc. Je pense que ça en dit long. Nos relations sont au très beau fixe, et notre alliance stratégique est en croissance. Il y a le soutien américain en fait à la souveraineté nationale. Il y a aussi la volonté de co-investir dans les deux côtés. D'un point de vue commercial ou échanges commerciaux, il y a 2 points ou 3 points fondamentaux que j'ai envie de soulever. Le premier, encore une fois, c'est la logistique, c'est le co-investissement en fait, où les entreprises logistiques nationales sont invitées à investir aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, dans des centrales de distribution, en joint venture ou en partenariat avec des entreprises américaines pour créer de l'emploi des deux côtés, aussi bien pour de la distribution que même pour de la co-industrialisation. Il y a une production amont faite au Maroc, une production aval faite aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, que quand vous faites cela, les Américains non seulement vous ouvrent la porte, mais ils vous considèrent comme une entreprise américaine aussi, tout comme vous êtes une entreprise marocaine et africaine. Et donc vous avez un support qui est inouï, qui est unique dans le monde, par la première puissance mondiale, mais aussi vers le plus grand marché mondial, et ce qui ouvre non seulement la capacité à un marché qui est inouï et incroyable, mais aussi elle ouvre un point très fondamental, c'est la capacité de financement. Vous me direz pourquoi ils ne nous financent pas avant. Comment peut-on financer ce qu'on ne connaît pas? Par contre, si vous avez une présence sur place, votre brand elle est connue, aussi bien la brand du pays en général, la brand du Royaume du Maroc comme synonyme en fait de qualité, comme synonyme de culture, comme synonyme d'histoire, mais aussi de technologie, de développement et de capital immatériel grâce aux femmes et aux hommes marocains, et grâce à une excellente qualité, que le produit est connu, vous avez l'occasion d'avoir du financement, aussi bien dans les bourses américaines que par rapport à tout ce qui est fonds d'investissement, ainsi de suite. Et ça, non seulement ça financerait votre développement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, et en amont aussi, avec plus d'industrialisation, plus de technologie, renforcer votre brand. Donc il faut réfléchir ainsi, il faut réfléchir au marché américain comme une véritable locomotive, non seulement comme un marché de consommation, mais aussi comme un marché de capitaux. Et la meilleure manière, c'est de co-investir. La meilleure manière par rapport aux Américains, ce qu'ils attendent, d'ailleurs d'autres pays ont réussi grâce à cette approche-là, en ayant et en investissant sur place. Ça ramène beaucoup plus que ce qu'on a investi, et ça renforce les relations des deux côtés. Merci Amin Laridi, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de cette émission Questions Éco. Merci encore une fois. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.